Madame, monsieur, bonsoir. À la une de cette édition du jeudi 12 janvier, les vœux très courus du Conseil général hier soir, la halle sportive de l'UTT était comble, remplie par l'ensemble des élus locaux. L'occasion pour le président Adno de confier ses projets pour 2012. Le détail dans ce journal. Autre salle comble hier soir dans l'agglomération à Saint-Julien-les-Villas. La population était invitée à une réunion publique pour évoquer le pont sur la Moline. Les travaux doivent être suspendus dans quelques jours par décision administrative, mais la bataille est loin de s'arrêter. Et puis on se mettra à table à la fin de ce journal dans le nouveau restaurant du sculpteur Éric Chinon à Clairet au sud de Troyes. Avec son épouse, ils ont ouvert la Maison, un lieu dédié certes à la bonne chère, mais aussi à la culture et à l'alimentation biologique. Entre 1000 et 1300 personnes hier soir pour écouter les vœux du président du Conseil général, Philippe Adno, dans la halle sportive de l'UTT. Parmi la foule des décideurs, une grande partie des élus au bois, une cérémonie traditionnelle, mais qui revêt cette année un caractère particulier du fait des différents rendez-vous électoraux. Philippe Adno a choisi de remettre les pendules à l'heure sur les missions du Conseil général et il en a profité pour faire le point sur les grandes opérations prévues pour cette année 2012, compte rendu signé Aurélie Juigné. L'année 2011 avait déjà vu de nombreux chantiers commencer ou se réaliser. 2012 sera encore plus chargé pour le Conseil général. Au programme notamment la deuxième extension de l'Université de technologie, la création de l'école polytechnique féminine ou encore l'agrandissement de l'école de commerce. Déjà en cours, le chantier de l'hôtel du département qui tient à cœur au président. On est en pleine réalisation d'ores et déjà de l'hôtel du département et du centre de congrès qui est un investissement qu'on espère créateur de richesse et qui, je le crois, se traduira par des emplois dans l'hôtellerie, dans la restauration et une découverte importante du département de l'Aube par des personnes de l'extérieur. Le bâtiment devrait être terminé en 2013. D'ici là, autre grand rendez-vous cette année au niveau culturel, cette fois, une vaste exposition sur les Templiers. Prévue demi-juin à fin octobre à l'hôtel Dieu-le-Comte, elle présentera de nombreux objets d'époque ainsi qu'un parchemin retraçant le procès des Templiers champenois. Après le beau 16e en 2009, on espère que cet événement soutiendra le développement touristique du département. De toute façon, maintenant, on a bien compris que la culture ne pouvait pas se passer du tourisme, et le tourisme ne pouvait pas se passer de la culture. À nous d'essayer de trouver le meilleur liant pour que les gens qui viennent dans notre département, voire même ceux qui y habitent, trouvent une réponse aussi bien touristique que culturelle pour essayer de faire en sorte de faire venir le plus de gens possible. Mais je pense que c'est l'avenir. Ces deux leviers, ce sont deux leviers importants pour notre département. Outre ces dossiers particuliers, le Conseil général dédie toujours une part de son budget à l'entretien des voiries. Les ouvrages d'art seront mis à l'honneur cette année. Aussi, comme précisé dans le discours des vœux, l'intercommunalité reste soutenue financièrement. Il y a aussi, bien sûr, en dehors de ça, toute l'aide que le département peut accorder aux collectivités que sont les communes ou les intercommunalités pour leurs propres projets d'investissement, notamment dans les classes primaires, par exemple, dans les groupes scolaires, notamment pour la réfection de la voirie communale, notamment pour les salles des fêtes, notamment pour les salles socio-culturelles, etc. Donc là aussi, c'est entre 15 et 17 millions d'euros, bon an, mal an. Pour finir, 2012 est aussi marqué par des échéances électorales importantes. Selon le président, le Conseil général gardera le cap, quoi qu'il arrive. À notre niveau, sur les engagements qu'on a pris, ça ne changera rien. Ce qui pourrait changer, c'est la situation de la France. Mais là, comme je l'ai rappelé, le Conseil général est une collectivité qui est en ordre de marche, qui a réussi à maîtriser un certain nombre de choses de manière à être en situation d'investir. Et donc tout ce qu'on a prévu se fera. En tout, ces différents dossiers représentent un investissement de 70 millions d'euros environ pour le Conseil général de l'Aube. Il n'y a pas que le département qui mise sur le tourisme. La ville de Troyes, elle aussi, souhaite attirer les visiteurs avec des offres attractives. Exemple, le Pass Troyes. La nouvelle édition 2012 vient de sortir. Elle coûte 12 € et permet à ceux qui l'achètent, et grâce aux 17 partenaires, de bénéficier de réductions liées à la gastronomie locale ou aux magasins d'usine, mais aussi dans les musées. L'an dernier, 1200 guides ont été vendus. 1500 sont édités cette année. Écoutez les précisions à ce sujet de Lise Patelli. Elle est adjointe au maire de Troyes en charge du tourisme. Le pass est bien adapté justement pour une ville de ce qu'on appelle de court ou moyen séjour, puisqu'on sait très bien que la destination Troyes n'est pas une destination de long séjour comme les stations balnéaires ou les stations de montagne.
Donc les visiteurs qui viennent souvent passer 2 jours, un week-end ou pas, mais voilà, court séjour avec forte implication patrimoniale. Et donc le Pass 3 est très adapté justement à ce type de tourisme. Il est spécifiquement intéressant dans la mesure où déjà il n'est pas nominatif, qu'ensuite il est valable toute une année civile, et donc pour un visiteur extérieur par exemple, ça lui permet de l'utiliser lors de plusieurs passages. Hein, il n'est pas obligé de tout écluser en un week-end. Il est en vente à l'office de tourisme, ce Pass 3. On n'y danse pas vraiment, on ne le traverse pas encore, mais il fait déjà couler beaucoup d'encre. Le pont sur la Moline à Saint-Julien-les-Villas. Hier soir, une réunion publique a été proposée par l'équipe municipale. Elle a rassemblé près de 250 personnes sur le sujet. Et si le chantier doit être suspendu prochainement, suite au jugement du tribunal administratif, le maire persiste dans sa volonté de le construire. Les opposants, eux, critiquent les méthodes. Compte rendu de cette réunion publique plutôt houleuse et mouvementée avec Annabelle Millet. Il y avait hier soir des pro-ponts, des anti-ponts, des pro-passerelles, mais surtout il y avait des Sancéens qui payent des impôts et qui s'interrogent sur l'opportunité de l'utilisation de cet argent public pour la construction d'un ouvrage d'art. On a bien compris que vous aviez financé par l'emprunt, mais ça coûte. C'est 2 500 000 € qu'il faudra de toute façon payer. Aux habitants dont l'avis n'a pas été entendu, Daniel Picara, maire de Saint-Julien, répond qu'il ne fait que respecter son programme électoral. On a quand même été élu en 2008 et on a commencé des travaux en 2011. Ça veut dire que quelque part, il y avait un gros dossier à monter. Vous le savez, quand vous arrivez à la finalité de ce dossier administratif par les services de légalité de l'État, exactement, la police de l'eau, tout ce que je vous ai déjà dit, eh bien, on a intérêt quelque part à commencer le plus vite possible. Pour la municipalité sancéenne, il s'agit donc surtout de désenclaver le quartier de la Moline, de proposer un accès plus aisé à la zone commerciale Rive-de-Seine. Même le conseiller général et vice-président du Grand 3, Jacques Rigaud, a rappelé tout l'intérêt que ces 2 collectivités locales portent à ce pont. Il faut bien dire que Saint-Julien est sans doute la commune la plus belle de l'agglomération. Vous avez quand même, on pourrait dire, un triple handicap. C'est le boulevard de Dijon, c'est la voie ferrée et c'est la Seine. Et la Seine coupe, bien entendu, par rapport à la Moline, la population. Ce handicap va être réparé par la construction de ce pont. Ça me paraît une très bonne chose. Car la subvention de 600 000 € du Conseil général a déjà été versée à la commune. Une somme que certains Sancéens auraient préféré voir investie ailleurs. Dans le dernier budget, il y avait beaucoup de discussions à propos de la diminution des dépenses sociales, aussi du financement des transports scolaires des collégiens. Dans l'ensemble, les personnes présentes hier soir à la réunion publique ont été satisfaites de sa tenue, même si elles l'estiment trop tardive. Elle aurait dû avoir lieu il y a plus d'1 an de ça. Ça, c'est tout à fait clair. Les idées sont bonnes à donner. Simplement, aujourd'hui, il est trop tard pour en débattre. Le pont est commencé, il faut le terminer. La réunion de ce soir n'est guère plus qu'une réunion de propagande, quelque part, parce que vous n'avez pas d'autre choix. Pour cause de sécurisation du chantier, les travaux ne seront arrêtés que le 20 janvier prochain. L'enquête publique ayant lieu du 16 janvier au 16 février, il va sans dire que la commune va devoir payer 408 000 € pour l'arrêt des travaux, plus 15 000 € par semaine supplémentaire d'arrêt. L'impatience du maire et de la municipalité devrait surcoûter ainsi au minimum 450 000 € aux contribuables. Et le feuilleton continue donc à faire à suivre. Une page gastronomie à présent avec tout d'abord au menu l'ouverture d'un nouveau restaurant à Clairet au sud de Troyes. Resto plutôt original. Le sculpteur Éric Chinon vient d'ouvrir sa maison. C'est le nom de son établissement avec sa femme qui n'était pourtant pas du métier. Et ils réalisent leurs rêves et veulent en faire un lieu consacré au bio, à la culture et à la bonne chère bien sûr. Un pari savoureux qui donne l'eau à la bouche. Annabelle Millet a franchi pour nous la porte de cette nouvelle maison. Chez Cécile et Eric, on se sent vraiment comme à la maison. Et ce n'est pas juste parce que la pancarte l'indique. Le décor est avenant et les propriétaires aux petits soins avec leurs hôtes. Produits bio pour tout ce qui est en tout cas le maximum de produits issus de l'agriculture biologique, pour tout ce qui est légumes, fruits, pour les produits laitiers, le café, bio et équitable de préférence. Sinon, si c'est pas bio, c'est bien que ce soit local. Et puis surtout, légumes de saison.
Pourquoi il y a des produits issus de l'agriculture biologique? Par respect parce que déjà, c'est ce qu'on consomme depuis longtemps, nous. Donc je vois pourquoi on proposerait à nos clients des choses qui sont moins bonnes que ce qu'on consomme nous. Et puis par respect de l'environnement. Petits marrons, céleri, oignons, fenouil, avec un peu de gingembre. Voilà. Et du cumin. On aime bien mélanger les légumes du terroir avec les épices marocaines ou indiennes. À la maison, on mange bio, on mange bien, on mange en bonne intelligence. Chacun des conjoints s'attelle à sa tâche. Parfois c'est Cécile qui prépare le plat, parfois c'est Éric, car il sait mêmement manier l'art culinaire et l'art sculptural. Comment associer les deux? C'est tellement proche puisque c'est quand même... Quand c'est fait avec amour, avec passion, je veux dire, cuisiner c'est aussi artistique que travailler le métal, que peindre, ça reste du même domaine, quoi. Même domaine créatif, toujours se renouveler, essayer de trouver des formes différentes et des couleurs, des saveurs différentes. Donc tout ça, en fait, c'est tellement proche. Manger des bonnes choses, ça fait partie d'une qualité de vie, une philosophie, voilà, oui, c'est ça, une philosophie, ouais, c'est le bon mot. Leur restaurant, Cécile et Éric le veulent forcément artistique, avec de la musique, des peintures et des sculptures pour le décor, et puis des soirées festives. Il y aura des soirées musicales, on aimerait faire aussi quelques soirées un peu avec un comédien ou deux, des soirées théâtrales, enfin tout ça dans un petit côté très intimiste, quoi, des petites représentations intimistes. Bœuf bourguignon, sauté de porc, blanquette de veau, mais aussi cuisine mexicaine ou marocaine. À la maison, la cuisine traditionnelle et les saveurs du monde sont à découvrir les midis du mardi au vendredi au 16 rue Saint-Pierre à Clairet-Haut. Et une soirée mexicaine est prévue sur place le 20 janvier. Et en dessert, vous reprendrez bien un peu de galettes. Mardi, les apprentis boulangers du CFA de Pont-Sainte-Marie ont offert, comme chaque année, une galette des rois version XXL au Resto du Cœur et à la Croix-Rouge par le biais du préfet. Les mensurations du gâteau des rois ont de quoi plaire. 1 mètre de diamètre et 10 kilos pour 2 heures de cuisson attentive. On ne sait pas quels sont les rois et reines qui ont trouvé les 10 fèves. Mais les bénéficiaires, eux, se sont montrés très touchés. Écoutez le président des Restos du Cœur au Bois et le président de la Croix-Rouge au micro d'Annabelle Millet. Voilà encore un don qui vient s'ajouter à la masse de dons qui permettent au Restaurant du Cœur de fonctionner. Là, c'est des apprentis boulangers qui nous ont fabriqué ces galettes. Merci aux apprentis boulangers qui l'offrent à la préfecture, qui l'offrent à des associations caritatives comme la nôtre. C'est une bonne chose. C'est le partage des denrées, le partage, la fraternité. Voilà, pour moi, c'est ça. La galette des rois est un moment extrêmement symbolique. Pour les familles, pour tout le monde, ça se fête entre amis, comme l'a dit monsieur le préfet. C'est un moment extrêmement convivial. Il est important que nos bénéficiaires, qui sont en grande situation de précarité sociale, financière, puissent aussi participer à des moments de joie symboliques comme ceux-là. Et c'est la fin de ce journal, le temps de digérer tout ça et ce sera la météo. Le temps se rafraîchit nettement, surtout dimanche. Excellente soirée à vous. Demain, ce sera Damien Ardois pour le JT. À très bientôt.